Je ne pourrais que renchérir sur ce qui a été dit sur le très peu de moyens, le très faible moyen qui existe en France sur la question de peace studies, d'études sur la paix. J'ai mis ma langue à fourcher, j'ai dit peace studies parce que en France, on ne peut pas créer un diplôme universitaire, à moins que ce soit dans une institution privée, comme je note ici la présence de Sylvie Bernet qui a osé créer le diplôme universitaire intervention civile de paix. Il y a quelques diplômes universitaires qui parlent de ces questions-là, et ils les font en anglais, ils mettent peace studies dans le titre, mais le mot paix en France, à l'université, il est un peu tabou, d'accord ? Et ce qui a été dit au niveau des financements et de l'évolution du ministère des Armées est très flagrant. Et je pense qu'il faut remonter, pour comprendre tout ça, la situation française, il faut remonter à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et selon l'historien Jean-Pierre Azéma, je cite la plus grande partie de la production historiographique sur la résistance en France est constituée d'une littérature épique, commémorative, pour ne pas dire hagiographique. Alors pour ceux qui l'ignoreraient, la géographie, c'est l'étude des saints, donc les résistants armés dans l'histoire française et dans le travail historiographique d'un certain nombre de pays. Les résistants armés sont vus comme un peu des saints, avec des enluminures. Je continue cette citation de Jean-Pierre Azéma, suite à mon aparté. La mémoire de la résistance se doit d'être glorieuse, comme si résister avait consisté exclusivement à faire sauter des pylônes et des trains ou à peupler les maquis de héros porteurs de mitraillettes. Et de fait, l'histoire des résistances non violentes ou des défenses civiles non violentes a un très très gros retard par rapport à l'histoire des résistances armées. Et je vais donner quelques exemples. J'ai ici entre les mains un des rares ouvrages faits par un historien politologue français, Jacques Semelin, de l'IEP de Paris, chercheur associé à l'IRNC, l'Institut de recherche sur la résolution d'environnement de conflits. Cet ouvrage, Sans armes face à Hitler, 1939-1945, la résistance civile en Europe. Nous avons ici environ 400 pages d'exemples de résistance civile non violente, sans armes, face à Hitler, durant la Seconde Guerre mondiale. 400 pages, c'est beaucoup, et c'est très peu. La plupart des exemples sont expliqués en quelques phrases, voire un paragraphe, parfois dans quelques cas, quelques mots. Si par contre, on regarde les résistances armées ou l'action armée générale, on se rend compte que ce n'est pas quelques phrases pour une guerre, pour une méthode, mais il y a des monographies entières, des ouvrages entiers pour une bataille. La science militaire, la science stratégique, met assez de moyens pour mettre plusieurs doctorants, plusieurs professeurs d'université, des équipes de recherche entières pour étudier une bataille. Et nous avons parfois, de temps en temps, un professeur qui passe quelques années à écrire un bouquin pour l'ensemble des pays d'Europe sur la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a un vrai retard au niveau historiographique. Un autre élément historiographique, alors c'est un élément qui me touche beaucoup, on parle parfois de cliométrie. Alors Clio, c'est la déesse de l'histoire. La cliométrie, c'est la science de la mesure appliquée à l'histoire. C'est une de mes spécialités appliquée à l'analyse des conflits armés. Et la question, c'est pour savoir si telle méthode de conflit ou tel contexte est plus conflictuel, ou bien telle méthode de conflit est plus efficace ou moins efficace, eh bien, on fait des études de cas, on fait des monographies, et puis après, on va rassembler 5 études de cas, 10 études de cas, 20 études de cas. Puis après, pour contrebalancer ça, on va mettre tout ça dans des bases de données, et on va essayer d'analyser statistiquement ce qui se passe. Et ce qu'on fait, ce que font un certain nombre de politologues avec ces bases de données, donc c'est mettre le vivant en chiffres, c'est exactement la même chose, ce sont les mêmes techniques
que ce que font les médecins épidémiologistes lorsqu'ils mettent le vivant en chiffres sur l'étude des épidémiologies. Il existe en Allemagne un centre sur l'épidémiologie des conflits, d'accord ? Et moi-même, quand je crée des modèles pour comprendre une dimension d'un conflit, je prends des outils qui ont été créés par des médecins. Et alors qu'il existe sur les conflits armés, parce que je parlais de ce retard de l'analyse de la non-violence, il existe sur les conflits armés plus de 150 bases de données qui permettent de répondre ou de moins à plein de questions et au moins d'étudier avec beaucoup de précision un certain nombre de problèmes, 150 bases de données. Si on regarde non pas les méthodes armées de résolution des conflits, mais les méthodes non armées, non violentes de résolution des conflits, le nombre de bases de données sur ces actions-là, c'est pas 150, le nombre se compte sur les doigts d'une main. Sur le doigt d'une main. Prenons un domaine qui est l'intervention civile de paix, qui est très différent des opérations de maintien de la paix menées par les casques bleus de l'ONU, puisque les casques bleus de l'ONU ou les forces internationales sont des contingents militaires, ce sont des militaires qui ont été formés à l'art de la guerre, auquel on va demander de faire du rétablissement de la paix ou parfois de la construction de la paix ou plus souvent du maintien de la paix, ce qui est un bel euphémisme pour dire éviter que ça empire. Eh bien, il existe plus d'une dizaine de bases de données sur les actions des casques bleus ou des actions de maintien de la paix internationales, des actions de maintien de la paix faites par des soldats armés. Si on s'intéresse par contre aux actions équivalentes menées par ce que décrivait François Marchand, l'intervention civile de paix, il existe deux petites bases de données. J'ai beaucoup travaillé avec l'auteur de l'un d'eux. Et je dois dire que j'ai de la peine, en tant que spécialiste de base de données, d'appeler ça une base de données. C'est plutôt un tableau. Il contient quelques pages. On a juste la liste des organisations qui sont intervenues dans quelques pays. On sait que cette liste n'est pas complète. On n'est pas capable de dire aujourd'hui combien il y a de personnes qui font de l'intervention civile de paix dans le monde. On n'est même pas capable de dire combien il y a d'organisations qui envoient des gens qui font de l'intervention civile de paix dans le monde. Alors qu'au niveau de l'ONU, chaque mois, on a des données individualisées, alors pseudonymisées pour respecter la vie privée des soldats, on a des données individualisées sur chacun des soldats, sur ce qu'ils ont fait, sur leur mission, sur leurs objectifs, sur leurs moyens, sur leur affectation, etc. D'accord ? Et donc, en tant qu'outil mis à la disposition des chercheurs, il est certain que l'action violente reçoit beaucoup plus de moyens en termes de collecte d'informations, de collecte de données et de travaux de chercheurs en sciences sociales, que ces travaux soient qualitatifs ou bien quantitatifs. Il existe quand même quelques travaux, et je vais en préciser quelques-uns. Certains ont déjà été discutés, notamment les travaux qui ont été cités tout à l'heure de Erika Chenowetz et Maria Stéphane. Leur ouvrage a en effet été traduit en français. Ce que j'aimerais rajouter, c'est que leur ouvrage a été traduit en français 10 ans après la parution en anglais. Il a été traduit alors que sortait en anglais un ouvrage, l'ouvrage suivant de la même équipe de recherche, qui apportait beaucoup plus d'informations. Donc en gros, pour être très clair, en France, sur l'étude des mouvements non violents et l'étude de l'efficacité de la non-violence par rapport à l'efficacité de la violence, par rapport à nos voisins européens et par rapport aux États-Unis, la France a 10 ans de retard, si j'en cite le délai de publication de ces travaux. Alors malgré tout, je vais parler de quelques initiatives sur les succès de ces méthodes de résistance. Alors vous avez tous
En tête, sans doute, je pense, l'action de Gandhi. Gandhi qui a permis, qui a aidé à la libération d'un pays, l'Inde, qui avait été envahi par la plus grande puissance militaire de l'époque. Alors j'aimerais dire, pas en boutade, vous le prendrez comme vous voudrez. Si Gandhi, un petit avocat indien, en tournant, en filant du coton, a pu faire partir les Anglais, alors peut-être il est possible, sans armes, de faire partir Poutine de l'Ukraine. Voilà une question sur laquelle je vais essayer de répondre par la suite. On a vu que les résistances, les actions civiles non violentes, pas seulement en termes de résistance, il y a eu le mouvement des droits civiques, Martin Luther King et Rosa Parks, le renversement de la dictature militaire de Marcos aux Philippines, un très bel exemple aussi de la puissance de la non-violence par rapport à la puissance de la force armée, c'est celui de Nelson Mandela, qui au début était qualifié souvent, et à juste titre, de terroriste, puisqu'il prônait et agissait par la force armée. Les débuts de Nelson Mandela, c'était celui d'un guérillero qui mettait des bombes. Et il s'est rendu compte que, ce faisant, il considérait les Blancs en Afrique du Sud comme un ennemi. Et que si c'était un ennemi, ce ne deviendrait jamais un partenaire de construction de la paix en commun. D'accord ? Et donc il a dit, plutôt que d'en faire un ennemi, faisons-en un adversaire que l'on respecte. Et la seule solution de respecter l'adversaire, c'est de ne pas tuer ses enfants et ses femmes. D'accord ? Et donc il est parti vers une action non violente qui a réussi. Alors que l'action violente qu'il avait commencée n'a eu fait que renforcer l'opposition aux droits des Sud-Africains d'origine noire africaine. Alors, sur ces exemples que j'ai donnés, Erika Chinovets et Maria Stéphane ont fait une base de données dans l'ouvrage en français qui a été traduit, donc la traduction française, Le pouvoir de la non-violence, pourquoi la résistance civile est efficace, et ont été étudiés plus de 300 cas de résistance violente et non violente depuis 1900. Et il a été noté que si le succès n'est pas garanti à tous les coups, dans l'ensemble, les résistances non violentes, toutes choses étant égales par ailleurs, sont 2 fois plus souvent efficaces que les résistances armées. Une autre chose importante, lorsqu'un peuple s'oppose à une agression ou à un pouvoir dictatorial par la force, par la guérilla, très souvent, s'il arrive à la victoire, quelques années après, on constate que dans ce pays, il y a une dictature. Ça veut dire que souvent, les guérilleros, en voulant renverser des dictatures, mettent en place des dictatures encore plus terribles. D'accord ? Un autre rapport de Chinovets et Stéphane, c'est que lorsque une lutte de libération ou une lutte armée a lieu, le résultat c'est tout ou rien. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Et plus souvent que le contraire, ça ne marche pas. Statistiquement, on parle de 300 études de cas. 300 cas. Par contre, dans le cas des résistances non violentes, lorsque ça ne marche pas, souvent ça marche partiellement. Ça veut dire que les mouvements de résistance non violente qui essayent de renverser une dictature, quand elles échouent, très souvent, elles obtiennent au moins un assouplissement des conditions de cette dictature, ou bien elles obtiennent certaines victoires intermédiaires, partielles, qui vont ouvrir la voie vers une victoire finale possible. Ces études de Chinovets et Stéphane ont lieu sur une base de données où, grosso modo, chaque campagne d'action, alors ce que j'appelle une campagne d'action, par exemple, c'est la marche du sel de Gandhi. Voilà. Chaque campagne d'action, chaque mouvement de libération, en gros, est une ligne dans un tableau.
d'accord? Donc c'est des données très quantitatives. Un travail très intéressant, au-delà de ces 300 cas, a été effectué par un consortium d'universités, au départ lancé aux États-Unis, puis au Canada, de Swarthmore College. On appelle la GNAD, ou le Global Non-Violent Action Database, la base de données mondiale sur l'action non violente, qui répertorie près de 1300 exemples d'actions non violentes. D'accord ? Donc, une campagne d'action non violente, une de ces 1300 campagnes, c'est donc, je disais, l'action de Gandhi sur l'Inde, pour vous dire un petit peu l'ampleur. Eh bien, figurez-vous que je pense que le nombre d'actions, de campagnes qui devraient être dans cette base de données, c'est pas 1300, c'est pas 5000, c'est pas 10 000, c'est plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de campagnes. Je vais vous donner un exemple. Une grosse partie de ces campagnes d'action, puisqu'elles ont été étudiées par des étudiants en master américains ou canadiens, l'ont été faites avec des sources en anglais, ce qui favorise évidemment l'étude de la non-violence en Amérique du Nord. D'accord ? Et donc, par exemple, si vous cherchez dans cette base de données le mot-clé « gilet jaune », vous ne trouvez rien. Alors qu'on peut dire qu'il y a pas mal d'actions des gilets jaunes qui ont été non-violentes. Et beaucoup de leaders des Gilets jaunes même se sont exprimés très clairement en faveur de la non-violence. Donc on peut dire que cette base de données est extrêmement incomplète. Elle a l'avantage, cependant, pour chacune de ces 1300 campagnes, d'avoir non seulement des données quantitatives, mais aussi des données qualitatives, une description de chacun des acteurs, des actions menées, etc. Et j'aimerais ici présenter le travail que nous faisons en France avec un certain nombre d'universités. C'est une initiative que nous avons initiée au début à l'Institut catholique de Paris, et aujourd'hui qui est continuée dans plusieurs universités de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui consiste à prendre cette base de données sur l'action non violente et à lui appliquer les mêmes méthodes que celles qui sont utilisées sur les conflits armés. Ça veut dire qu'au lieu de considérer qu'un enregistrement, c'est-à-dire une ligne dans la base de données, c'est une campagne d'action qui va durer 10 ans, et bien on va considérer qu'un enregistrement dans cette base de données, l'unité d'information, c'est une action sur une journée maximale. D'accord ? Et donc on va passer de qu'est-ce qui s'est passé au niveau du pays pendant 10 ans sur qu'est-ce qui s'est passé dans tel village ce jour-là. D'accord ? Et donc on peut aller jusqu'à récolter plusieurs dizaines voire centaines d'actions pour chaque campagne. Donc c'est un travail de fourmi, évidemment. En France, on n'a pas les moyens de l'université de faire ce travail-là. Ce travail, je peux le faire parce que je vampirise le travail de mes étudiants. Ce sont les étudiants qui font ce travail sous ma direction. Et alors, j'aime autant vous dire que, en fait, ils en font en général beaucoup plus que je leur demande, c'est qu'ils sont ravis de faire ce travail, d'autant que, s'ils le souhaitent, il est publié, donc il y a un élément de motivation qui montre, voilà, il y a un vrai potentiel. Donc, ces méthodes d'action existent. Il existe une base de données qui est en cours de fabrication sur l'Ukraine. Et la question de l'Ukraine, c'est, eh bien, est-ce que l'action contre la guerre, contre un envahisseur, peut être efficace. Je vais citer brièvement quelques-unes des campagnes d'action contre la guerre telles qu'elles sont dans la base de données GNAD. Et j'ai pris celles qui ont un score élevé à très élevé, c'est-à-dire celles qu'on considère comme étant des réussites presque totales ou totales. Par exemple, un camp en Angleterre de femmes contre l'installation de missiles interbalistiques en Angleterre de 1981 à 1993. Autre exemple, campagne de la jeunesse israélienne pour refuser le service militaire obligatoire 2008-2009. Intervention non violente aux Philippines en 1986 contre Ferdinand Marcos. Résistance, notamment de certains soldats non violents, contre le putsch d'Alger en 1961. Un exemple très ancien du XVIIe siècle, des femmes iroquois qui obtiennent le pouvoir, le droit de mettre leur veto à la guerre entre les tribus. En 2008,
un blocage non violent permet d'empêcher en Afrique du Sud le débarquement de cargaisons d'armes pour le Zimbabwe. On se rappelle la dictature de Mugabe au Zimbabwe, donc c'était en 2008. J'en passe, on peut parler du camp du Larzac. Voilà, donc un certain nombre d'exemples. Alors je vais aller plus vite, puisqu'il me reste 2 minutes. Je vais conclure en reprenant une question qui est posée par Alexandre Christoyanopoulos, rédacteur en chef de la revue du Journal of Pacifism and Nonviolence, qui pose la question l'action non violente, elle ne s'improvise pas, on sait former les gens, on sait comment ça marche. Est-ce qu'on n'aurait pas pu former les Ukrainiens à la défense civile non violente? Alors je me suis amusé à faire un petit exercice pour voir combien ça aurait coûté. Et donc, si on dit qu'on va former, on va dire, les adultes, non pas les mineurs, ni les personnes les plus âgées, sur les 45 millions d'Ukrainiens, on va former 75% de la population ukrainienne. Donc, on est à 34 millions d'Ukrainiens à former, en donnant à chacun 1 jour et demi de formation, mais pour les plus motivés, sur la base du volontariat, 5 jours de formation pour 7% des Ukrainiens. Alors pourquoi 7% des Ukrainiens? Alors c'est à propos d'un chiffre qui est intéressant, c'est la règle des 3,5%. La règle des 3,5% de Chenovets et Stéphane dit: dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas de moment où une résistance civile dans lequel, à un moment donné, plus de 3,5% de la population d'un pays s'est soulevée de façon non violente, il n'existe pas d'exemple où cette résistance non violente est échouée. Dans tous les pays où on a relevé des mouvements d'action non violente, s'il y a au moins 3,5% de la population qui se soulève, alors ça marche à tous les coups. Dans certains cas, ça marche avec 0,5%, parfois ça marche avec 2%, mais parfois avec 2,5% ça échoue. Avec 3,5%, ça n'échoue pas. D'accord? Et bien là, je dis, faisons le pari, on aurait pu former 7% des Ukrainiens, le double. D'accord? Eh bien, ça coûterait 575 millions d'euros. D'accord? Il nous faudrait il aurait fallu former 3000 formateurs pour former toute la population ukrainienne en 4 ans. 570 millions d'euros, vous allez me dire, c'est une grosse somme. En fait, non, pas du tout. 570 millions d'euros, c'est la moitié d'un système patriote. Actuellement, il y a au moins 2 systèmes patriotes, les systèmes anti-missiles américains en Ukraine. Et le coût de ces armements est absolument colossal, puisqu'une batterie de Patriot coûte 1,1 milliard de dollars, 400 millions de dollars pour le système, et 690 millions de dollars pour les missiles. Le prix d'un missile est 4,1 milliards de dollars. D'accord ? Eh bien, vous prenez la moitié de cette somme, une toute petite partie une fraction minuscule de l'effort militaire d'Ukraine, et vous avez 2 fois les 3,5% qui suffisent à s'opposer de façon non violente à la pire des dictatures. Je vous remercie.